Le développement personnel, promesse de transformation ou illusion bien vendue. Coach, méthode, programme, peut-on vraiment changer sa vie ou sommes-nous face à un business du bonheur? Le développement personnel, business du bonheur ou véritable thérapie, c'est le thème de cette nouvelle émission de Sans Tabou diffusée sur votre nouvelle chaîne africaine. Pour en parler, je reçois 3 femmes en plateau. D'abord, Nassira Agoli Agbo, je rappelle que vous êtes coach de l'âme, autrice du livre A égale M, E au carré. Bienvenue. Bienvenue. Et je reçois ensuite Leslie Keita, vous êtes entrepreneur en communication et vous êtes autrice de l'art d'être soi. Bienvenue. Merci. Et enfin, je reçois Assa Djilou, je rappelle que vous êtes psychothérapeute et sexologue. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, le développement personnel, une nécessité ou une mode, on s'est posé la question. Et pour cela, on s'est rendu dans les rues d'abord de Yaoundé pour savoir ce que les citoyens ont pensé. Je vous laisse regarder et on revient tout de suite après. Honnêtement, à mon avis, tout ce qui existe dans ce monde a son utilité. Mais ces gens-là, les psychologues, les machins, quand quelqu'un réussit déjà à connaître ton cerveau plus que toi-même, c'est un danger, un gros danger même. Ces gens-là c'est des bandits. En tout cas, ils font des choses qui ne sont pas bien. Pour moi, d'autres sont utiles, d'autres c'est de la nappe. Parce que ici, on ne sait plus à qui faire confiance. Parfois, tu tombes surtout dans les réseaux sociaux. Là. Il faut appeler monsieur tel. Parfois, quand tu appelles, c'est de la nappe. Tu arrives là-bas, tu ne retournes plus jamais. Non, ce n'est pas de la nappe. Chacun fait son travail et maîtrise son travail. Toi-même, tu ne peux pas aller faire à sa place parce que toi-même, tu ne connais même pas. Donc là, on ne peut pas juger pour tout. Les coachs ne sont pas... Il faut les travailler. Bon, on ne peut pas automatiquement dire qu'ils ne sont pas utiles, bien ils sont utiles, parce que chacun trouve son compte selon les contenus qu'il balance dans les réseaux sociaux. C'est à la personne de voir ce qui est bien et enregistrer et ce qui est mal, il se débarrasse de ça. Alors, mesdames, vous venez de voir, les réactions sont assez mitigées finalement sur le rôle des coachs, des psys aussi, dans la société. Alors, une question pour démarrer cette émission, le développement personnel selon vous et à travers vos expériences, est-ce que vous direz que c'est une nécessité ou une mode? Je vais commencer par vous, Leslie. Alors, personnellement, et puis je pense à mon humble avis de manière objective, ce n'est pas un effet de mode, c'est une véritable nécessité. Et je pense que faute de connaissances, surtout sur notre très joli continent, on ne maîtrise pas l'art et les avantages de cet aspect qui est très important, peu importe la sphère dans laquelle l'humain en général, que ce soit la femme ou l'homme, évolue. Très bien. Nassira. Alors déjà, moi, le terme développement personnel, c'est un terme peut-être qu'on a rendu un peu populaire, mais déjà, c'est de se dire déjà qu'est-ce qu'on appelle développement personnel. Le développement personnel, on en fait tous. On se développe tous les jours. La vie nous développe. On grandit, on tombe, on se relève. C'est du développement personnel. Donc, pour en revenir à la question de savoir si c'est une véritable nécessité ou si c'est un effet de mode. Un effet de mode. Alors, je dirais que c'est une véritable nécessité. Pourquoi? Parce que c'est le développement de qui nous sommes. Maintenant, on fait du business avec la santé, avec la nourriture, mais de la même façon, avec soi, c'est aussi important de savoir en fait qui on est, comment on fonctionne. Et voilà, donc pour moi, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Ouais. Alors, Assa, je me tourne vers vous. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes sexologue. Et effectivement, je vous ai vu réagir pendant que le sujet était diffusé. Ça m'a fait rire. Ça vous a fait rire. Vous croulez sous les demandes. Alors, je ne dirais pas que je crolle sous les demandes, mais attends, je vais répondre à la question de base déjà. On dit, est-ce que c'est une nécessité ou c'est un effet de mode? Je dirais que c'est une nécessité. En tout cas, pour ma fonction de psychothérapeute, on a quand même une étude, un parcours académique qui nous pousse à valider un master quand même. Moi, j'ai un master en sciences humaines et sociales avec une spécialité en psychologie cognitive. Donc, ça veut dire qu'on nous accompagne à connaître et on fait l'étude de l'être humain pour l'accompagner lui-même à comprendre des éléments qu'il n'a pas identifiés dans sa propre personnalité et dans ses propres besoins. Et au-delà de ça, avec toutes les études qui ont été amenées auparavant, on accompagne certains patients à légitimer certains comportements.
ou certaines souffrances qui sont présentes, qui s'expriment, mais qui ne sont pas totalement identifiées. Donc, c'est une véritable nécessité pour la société. Il faut aider ces humains à comprendre qui ils sont. Donc, c'est important. Alors, mesdames, vous avez chacune des parcours assez inspirants. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Leslie, vous avez rédigé un livre, L'art d'être soi, dans lequel vous expliquez la nécessité de regagner confiance en soi, l'estime de soi. Et moi, je voudrais savoir, vous êtes partie de quel constat ? Alors, c'est simple, le constat était le suivant. Beaucoup de femmes, parce que je vais prêcher pour ma paroisse en tant que femme, j'ai fait le constat que beaucoup de femmes pensent se connaître et en réalité, elles ne se connaissent pas. Et pour avoir été moi-même de ce côté de ces femmes qui ne se connaissent pas, il est arrivé un jour où je me suis posé des questions, mais mince, la vie là, qu'est-ce que c'est ? Qui je suis réellement ? Et je me suis retrouvée en face, à mon âge adulte, d'une jeune fille qui s'est dit, mais en fait, qui je suis ? Est-ce que je suis seulement la somme de tout ce que l'on dit de moi ? Et j'ai eu cette envie de me dire, mais en fait, je ne me connais pas, c'est le constat, et 2, je suis encore en vie, il faudrait que je réalise le plus beau voyage au monde, selon moi, à savoir partir à la conquête de moi-même, me découvrir, savoir qui je suis et faire de mon identité ce Graal, faire de cette connaissance de soi par soi-même un outil pour pouvoir s'aimer déjà, se célébrer et puis être épanoui aussi bien dans sa sphère privée que professionnelle. Donc voilà. Et quand de fil en aiguille, en écrivant cet ouvrage, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est vrai qu'on nous apprend dans la société pour réussir, il faut aller à l'école, ou il faut avoir un réseau, il faut être bien entouré. Mais la base, c'est quand tu connais ton identité, quand tu es en capacité de savoir qui tu es réellement, tu as, je pense, la capacité d'avoir une bonne estime de toi, d'avoir confiance en toi et de pouvoir être véritablement celle que tu veux être. Donc pour moi, l'identité, c'est la base. C'est d'abord quand la tu base. ne sais pas qui tu es, il est impossible de cheminer ou même de te réaliser pleinement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme Nassira l'a dit, c'est dans le développement personnel et surtout les femmes africaines, les jeunes femmes africaines, on pense que ce n'est pas une utilité, que l'on se connaît alors qu'en fait on ne se connaît pas. Pas du tout. Et voilà. donc là, mais c'est intéressant parce que vous parlez déjà de votre parcours personnel. Et Nassira, votre ouvrage, je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes coach de l'âme. Vous, quand on parcourt votre ouvrage, vous racontez surtout votre parcours. Vous avez survécu à une maladie, vous êtes passé par le surendettement. Et puis aujourd'hui, vous êtes une femme plutôt épanouie et vous parlez même de donner les clés pour avoir l'abondance financière. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, Nassira, il faut venir dire à ces téléspectatrices qui nous regardent et tout le monde, comment vous avez fait ? Alors déjà, je me permets de rectifier. Je parle d'abondance, pas forcément d'abondance financière. Et c'est vrai que dans l'esprit collectif, quand on parle d'abondance, on pense au matériel, à l'accumulation de biens. Non. L'abondance, c'est d'abord, ce n'est pas l'accumulation, c'est la simplicité, c'est la fluidité, c'est la paix du cœur, c'est la paix intérieure. C'est vraiment enlever toutes les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Pour moi, c'est ça, être abondant. C'est, donc du coup, dans mon livre, je parle de donner des clés pour manifester l'abondance. Mais avant de savoir comment manifester l'abondance, c'est de savoir, d'abord, comme elle disait Leslie, c'est de dire que nous sommes d'abord des êtres abondants. C'est le postulat de base. Savoir qui nous sommes, c'est savoir que nous sommes des êtres abondants. Nous sommes des êtres d'amour et nous sommes des êtres de lumière. Sans rentrer dans le détail scientifique, biochimique, nous ne sommes pas juste un corps, en fait. Nous sommes de la matière, mais composée d'atomes, de cellules, voilà. Et donc tout ça, c'est de la lumière, en fait. Ça représente de la lumière. Donc nous sommes des êtres d'amour. Donc à partir du moment où nous sommes des êtres d'amour, nous sommes donc abondants. Donc c'est que chacun déjà ait conscience qu'il est un être abondant et partir de cette base pour faire tout ce qu'il a à faire dans la vie, c'est-à-dire penser de manière abondante, parler à partir d'un espace d'abondance, ressentir les choses à partir d'un espace d'abondance, interagir avec les autres. Et en fait, ça change tout. Ça change tout parce que quand je suis, j'attire ce que je veux. En fait, ce que je veux, il faut d'abord que je le sois. Mais on est
souvent dans le faire, l'accumulation. Non, c'est d'abord incarner cette abondance. En fait, le fait de l'incarner fait que je le suis. En fait, c'est ça. Très bien. Alors, Leslie a commencé par expliquer, elle avait besoin de se connaître elle-même. Et puis là, Nassira vient de dire l'importance de se valoriser en tant que âme, parce que pour manifester l'abondance et pas faire les choses mécaniquement. Une question avant qu'on fasse juste la pause à ça. Est-ce que ça, vous avez affaire, vous aussi, à des personnes qui ont suivi des programmes de coaching? Aujourd'hui, incontestablement dans la société, c'est important aussi d'aller rencontrer des coachs? Alors, bien sûr, vous avez même des psychologues, coachs, des psychothérapeutes, coachs. Pour moi, la fonction de coach, c'est vraiment celui qui va, après que le psychothérapeute ou le psychologue ait travaillé tout ce qui est traumatisme, résidus négatifs, et qui a mis un peu de clarté sur le cheminement du patient, en l'accompagnant concrètement à accepter son cheminement, le coach aura l'utilité de tuer un objectif, je t'accompagne à réaliser cet objectif-là. Pour moi, c'est réellement ça la fonction du coach. Tu as un objectif, je t'accompagne, je te donne les outils pour qu'en autonomie, tu puisses atteindre cet objectif-là. Et le coaching peut être sur le développement personnel, sur l'aspect financier, sur l'organisation et plein d'autres éléments qui peuvent toucher l'équilibre et le bien-être, concrètement, du patient. Vous avez même des coachs sur l'aspect professionnel. C'est pas mauvais, un coach. Le problème, il réside quand le coach essaye de peut-être entraver sur le travail du thérapeute en allant vouloir soigner certains aspects qui ne sont pas de ses compétences de sa sphère, bien totalement. sûr. Alors, je vous propose de marquer une petite pause et on revient sur ce plateau dans la deuxième partie où là, effectivement, on va continuer à parler de coaching, de développement personnel et puis savoir si c'est un réel business ou effectivement c'est une véritable thérapie. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Retour sur ce plateau dont le sujet est le développement personnel, business du bonheur ou véritable thérapie. Dans cette première partie, il était question en fait de comprendre un peu la nécessité, n'est-ce pas, de se faire accompagner avec un éclairage d'Assa. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute. Mesdames, maintenant, il est question de savoir si il s'agit du business sur les réseaux sociaux et vraiment sans jeter l'opprobre sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a énormément de coachs en ligne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes, de femmes, d'hommes qui se disent, et même de jeunes, qui se disent, bon, au lieu de se confier à ses parents ou au lieu d'aller voir une spécialiste, bah, je vais aller sur Internet et puis là, je vais suivre les conseils des coachs comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Vous qui êtes, on est tous peut-être passés par là où on a été confrontés à ça. Aujourd'hui, comment on peut faire le distinguo? Leslie? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit énormément des coachs sur les réseaux sociaux. La première observation qu'on peut faire, c'est que c'est véritablement un sujet qui est d'actualité et qui intéresse, ce qui fait qu'on a cet essor qui ne cesse de grandir. Maintenant, la seconde chose, c'est de se dire, vous savez, quand vous êtes réellement malade, je pense, quand vous êtes réellement malade, c'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez chercher le spécialiste, à mon humble avis. Quand tu as une rage de dents,
t'as tellement mal que c'est pas sur les réseaux que tu vas t'arrêter un court instant pour être soulagé de ta douleur. D'accord? Donc, je pense que dans un premier temps, surtout dans nos populations africaines, ça a été pendant longtemps un sujet qui était très tabou. On avait toujours l'impression que le développement personnel, c'était pour les Occidentaux et non pour nous. Donc, grâce à l'essor de cette thématique sur les réseaux, on a commencé à vulgariser la chose et beaucoup ont apprécié cela. Après, on n'a pas forcément peut-être eu l'art et la manière. Il n'y a pas forcément eu aussi un cadrage pour dire, voilà, un bon coach, il doit être comme ci, comme ça, il doit répondre à tel ou tel critère. On avait tellement à dire, les besoins sont tellement là qu'aujourd'hui, je pense que c'est de la responsabilité de tout humain. Si tu me dis que tu as mal à la dent, tu ne vas pas aller voir un boucher. Non. Donc, ça nécessite que combien même il y ait un coach ou 100 coachs, c'est encore de la responsabilité de chaque humain que nous sommes, de pouvoir être lucide et de se dire, ok, est-ce que je veux juste me distraire et entendre ces coachs qui sont là peut-être, je vais pas dire le terme amuser la galerie, mais c'est ça qui me vient, mais qui va traiter la thématique de manière populaire sur les réseaux, où il y a aussi toujours des exceptions qui Oui, bien sûr, qui viennent confirmer la règle. Complètement. Donc, s'il s'avère que c'est sur les réseaux que je trouve le fameux coach qui peut me permettre de pouvoir m'accompagner, comme l'avait joliment souligné Assa, oui. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Il faut pas être focus en se dire non, sur les réseaux sociaux, tout est mauvais. Non, tout n'est pas forcément mauvais, mais il faut quand même avoir un peu de discernement, de vigilance, un peu de jojote et de se dire ok, est-ce que ça correspond réellement à ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est en adéquation avec qui je suis? Est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que ce coach-là sera en mesure de m'accompagner? Est-ce que je me reconnais dans ce qu'il dit? Est-ce que sa vision coïncide un peu avec la mienne? Donc, il y a toujours cette part de responsabilité. Et puis, c'est un choix. Mon cher, quand tu fais ton choix, là, assumer les conséquences qui vont avec. Ou tu trimbales tes oreilles, il faut assumer aussi. Il faut faire attention. Voilà. Nassira, vous êtes coach de l'âme, vous accompagnez des personnes et on ne peut pas dire aujourd'hui que travailler sans les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il faut travailler avec les réseaux sociaux. Mais comment vous faites justement pour arriver à récupérer des personnes et pour leur donner confiance? Parce qu'il y a aussi une relation de confiance à établir. Bien sûr. Moi, j'aime bien définir les termes parce qu'on parle de coach. Il faut savoir ce qu'on appelle coach. Bien sûr. Alors, pour moi, c'est un coach, c'est un thérapeute, c'est un conseiller. Enfin, déjà, pour moi, un vrai coach, selon ma définition, selon ce que moi je fais, je ne donne pas de conseils. C'est très dangereux de donner des conseils parce que je ne suis pas dans le monde de la personne. Je n'ai pas ses croyances, je n'ai pas son vécu. Donc, transposer, moi, ma vision du monde à l'autre, c'est très dangereux. Donc, le coach, il écoute. Il pose des questions. C'est tout. C'est un peu comme de la psychothérapie. Il écoute, il pose énormément de questions pour aller comprendre, pour entrer dans le monde de la personne et comprendre, mais qu'est-ce qui se joue en lui? Qu'est-ce qu'il a vécu? Pourquoi il réagit comme ça? D'abord, la définition du coach, c'est très important. Pour moi, donner des conseils, c'est très dangereux. Parce que si je donne un conseil à quelqu'un qui vient me voir, ça peut mal se passer. Parce que la personne n'a peut-être pas toutes... on a un vécu différent. On n'a pas les mêmes croyances, les mêmes expériences. Donc déjà, c'est très important de définir le mot coach. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous dites, il y a une flambée de coach. Oui. Après, c'est aussi de voir le parcours de la personne qui se présente comme coach. Est-ce qu'il a suivi une formation? Est-ce qu'il a un diplôme, une attestation, quelque chose? Et qu'est-ce que ce qu'il a vécu, est-ce que ce qu'il a vécu répond à ce que la personne vient demander comme problématique? C'est-à-dire que tu veux me voir pour un problème, est-ce que toi-même tu as traversé ce chemin? Et donc moi, ma définition aujourd'hui, en tout cas en tant que coach, ce n'est pas que je viens pour lui donner un conseil à la personne, c'est que la personne est à un point A, il veut aller à un point B, je lui montre le chemin le plus facile pour arriver de A à B. Je ne l'aide pas à atteindre un objectif. Je l'aide à, en tout cas moi en tant que coach de l'âme, quand je parle de l'âme, c'est d'aller chercher à la source qu'est-ce qui a causé l'état dans lequel il est. Donc, c'est un accompagnement, en tout cas, c'est plus un accompagnement et c'est pas des conseils. Alors, à ça, vous aussi, vous êtes une personnalité sur les réseaux sociaux, comme vous toutes d'ailleurs. Mais est-ce que la problématique justement de
si on peut appeler ça, de l'accompagnement psychologique, et puis les coachings sur Internet, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas venus en fait amplifier et puis semer le doute? Totalement. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont un outil. C'est un outil de communication, hein, je ne vais pas te l'apprendre. Hein. C'est un outil de communication qui permet à tout un chacun d'exprimer qui il est, son histoire, ses traumas, ses particularités, son profil psychologique et tant d'autres. Et quand le coach se présente en ayant des particularités, beaucoup vont s'identifier à ça. Et dans cette identification, ça pousse concrètement à avoir envie d'être accompagné cette personne parce qu'on se dit que à travers ce qu'il a vécu, il pourra mieux m'apporter. Donc ça veut dire qu'en n'ayant même pas la démarche concrète de démarrer une thérapie, que ce coach va venir combler peut-être un besoin spécifique par rapport à cette prise en charge. Et elle est là l'erreur, parce que beaucoup vont vouloir gérer ou traiter ou somatiser, ou j'ai envie de dire refouler certains traumas, certaines douleurs, certains besoins à travers l'histoire du coach. Et là, il existe des transferts. Et en psychologie, Freud nous le dit très clairement, le transfert ne contribue pas à l'accompagnement thérapeutique. Au contraire, on doit tout faire pour s'en défaire. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, Nassira et moi, je comprends quand on a préparé cette émission, il y a des personnes qui disaient, moi, je préfère avoir une coach qui est par exemple une maman, parce qu'elle va mieux comprendre mes problématiques de parents, de parentalité, ou alors... donc, c'est vrai qu'il y a cette erreur qu'on peut commettre, mais je vais revenir aussi sur toujours les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a compris l'importance, par exemple, de la santé mentale. Complètement. Et donc, vous, dans vos rapports, justement, dans ce que vous faites, Nassira, ce rapport à la santé mentale, la charge mentale, comment on fait aujourd'hui pour, justement, un peu mieux prévenir? Qu'est-ce que vous direz aux téléspectatrices qui vous regardent et qui ont des problématiques, et qu'est-ce que vous leur direz? La première chose à faire quand on est sur les réseaux sociaux. Nassira. La première chose à faire, moi, je dirais, je ne donnerai pas de conseils. Comme je dis, je ne donne pas de conseils. C'est d'aller consulter. Soit un thérapeute, un médecin, en tout cas un professionnel de la santé mentale. Après, on les englobe dans une catégorie ou une autre. C'est d'aller voir quelqu'un, un professionnel, que ce soit psychologue, psychothérapeute. En tout cas, trouver le bon professionnel qui puisse nous accompagner. Maintenant, après, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de santé mentale? En fait, on parle de santé mentale. Donc, c'est un peu ma casquette de comptable. On parle souvent de charge mentale, la charge mentale. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui... Oui, je rappelle que vous étiez dans la finance avant, ça, et donc c'est important dans votre parcours. Qu'est-ce qui crée pourquoi il y a autant de charge mentale? Pourquoi ça pèse autant, en fait? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher la source. Comment on en est arrivé là? Donc, comment prévenir? Ça passe par la connaissance de soi. C'est la première des choses, c'est la base. Mais la connaissance de soi, c'est un grand mot, c'est un grand terme. C'est vraiment de savoir, mais qui je suis en tant qu'être multidimensionnel? Je ne suis pas juste un corps, en fait. Je suis un être en 3 parties. J'ai un esprit, je suis un esprit, j'ai une âme, et je vis dans un corps. C'est pas ésotérique, hein, mais c'est vraiment réel. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça, que je suis un esprit et je vis dans un corps, j'ai une âme. C'est pour ça que je parle de coach de l'âme. Pourquoi? Parce que je vais vraiment chercher à la source. Puisque l'âme, en fait, je le définis comme la boîte noire d'un avion. Toute notre vie y est dedans. Donc, c'est d'aller comprendre, quand la personne vient me voir, qu'est-ce qui a causé le fait qu'aujourd'hui, j'en arrive au fait que j'en peux plus, en fait. Donc, comme conseil, entre guillemets, je dirais la connaissance de soi. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais tout seul, on n'y arrive pas. Hein. Oui. Alors, Leslie, vous rencontrez aussi des petites filles, notamment dans certains pays en Afrique subsaharienne, vous avez rencontré des petites filles qui, elles aussi, ont déjà une charge mentale, c'est-à-dire que... Et qui vous racontent aussi les difficultés qu'elles rencontrent. Et est-ce que vous pouvez justement revenir un peu sur vous, ce qui vous a marqué dans ces échanges avec ces petites filles que vous rencontrez Complètement. Vous savez, je pense que, comme je le dis souvent sur les réseaux, la base de la base de la base de la base, c'est se connaître soi-même. Parce que c'est pas forcément l'autre en face de vous, expert dans le domaine de la santé, qui va déceler que vous allez bien ou que vous n'allez pas bien.
Et surtout, c'est pas cette personne extérieure qui va faire la démarche de venir vous accompagner ou vous soigner. Donc la base, c'est-à-dire que je dois me connaître. Je dois savoir quand je vais bien, quand je ne vais pas bien, quand c'est le moment de tirer sur le signal d'alarme. Après, dans les observations faites sur le terrain, puisque effectivement j'ai développé un programme éducatif qui est basé sur l'importance et les bienfaits de se connaître, de maîtriser son identité, d'avoir une bonne estime de soi et confiance en soi, vous observez très tôt, surtout chez les jeunes filles, qu'aujourd'hui la femme, elle est la conséquence de tout le travail qu'on n'a pas pris le soin de faire en amont, que ça soit par ses parents ou l'entourage qu'elle avait autour d'elle. Donc vous vous retrouvez en face d'une jeune fille qui peut avoir l'âge de 17 ans, qui peut même avoir 30 ans, et qui vous dit avec plein de larmes aux yeux que j'ai jamais entendu ça, j'ai été victime de plusieurs mots MAUX, et je ne savais pas que c'était de ma responsabilité. Et du coup, il y a beaucoup de violences verbales. Beaucoup de violences verbales. Et c'est en fait beaucoup de violences qu'elle ne savait pas exprimer faute de connaissances. Donc, vous vous rendez compte que cette affaire de développement personnel, que l'on ne veut pas entendre, qu'on prend le soin de dire que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas utile, c'est très utile parce que vous pouvez avoir des femmes qui sont brillantes, qui seront peut-être même les grands leaders de demain, mais malheureusement, quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, se poser sur leur personne, elles sont tellement remplies de traumas que même si demain, avec toute leur expertise, vous leur dites c'est toi qui dois diriger le pays, elles ne peuvent pas diriger le pays. Donc la réalité est réelle. Des jeunes filles qui sont même victimes de violences par leur propre entourage. Des fois, vous allez avoir une maman, faute de connaissances, ou qui elle-même va répertorier les mêmes, la même éducation, les mêmes mots. Les mots violents. Les mots violents. Elle a subi. Exactement, mais elle ne savait pas, elle n'était pas consciente que c'était des mots violents. Quand une jeune fille te dit moi, je ne peux pas dire à ma maman que j'ai été victime de viol et que c'est mon oncle ou mon papa qui m'a violée, parce que tout de suite ma mère va dire c'est moi qui me suis laissée, qui a été peut-être aguiché ce monsieur et c'est pour ça qu'il a abusé de moi. Au pire, je préfère me taire pour pas être cataloguée. Tu te dis il y a un problème. Oui. Donc la victime n'ose même pas s'exprimer par manque de confiance en elle et puis de confiance en la société. Exactement. Donc comment tu vas lui demander de se développer personnellement, que ça soit par elle-même ou par un professionnel, si elle n'a même pas le droit de reconnaître qu'effectivement ce qu'elle vit n'est pas correct. Très bien. Donc, ça va être intéressant justement d'entendre la vie de Assa. On arrive donc à la petite pause. On revient tout de suite après. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Retour sur ce plateau de Sans Tabou. Dans cette émission, nous avons choisi d'aborder la question du développement personnel pour savoir si c'était le business du bonheur ou alors une véritable thérapie. Et avant qu'on ne fasse une petite pause, il était question en fait de savoir tous les mots MAUX qui étaient rencontrés par des personnes qui effectivement allaient très souvent sur les réseaux sociaux. À ça, je vous pose la question à vous. Comment est-ce qu'on peut pousser des personnes qui nous écoutent à faire la démarche de consulter? Ok. Juste avant de répondre à cette question, j'ai envie de compléter les propos de Lucie qui sont très importants.
parce qu'elle a parlé de violence verbale, on parle de violence physique, on parle de violence psychologique que ces jeunes filles ont très souvent traversée. Et quand on parle d'agression sexuelle et de viol, même dans le cadre du mariage, et c'est super important de l'évoquer, on parle de violence sexuelle. Donc, il y a plusieurs formes de violence. Vous avez aussi la violence administrative, la violence financière, qui vient abîmer... La violence gynécologique. Tout à fait, qui vient abîmer ces jeunes femmes. Et surtout, elles sont tellement dans un contexte culturel et sociétal qui normalise et qui accepte ça, qu'au final, quand elle finit par le rejeter, elle peut elle-même finir par se rejeter elle-même. Vous voyez, donc, ce qui est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, du coup, effectivement, la thérapie, elle va passer par la connaissance de soi. C'est vrai, on a beaucoup parlé de connaissance de soi, là. Mais je pense que l'acceptation est beaucoup plus profond et important que la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, elle est évolutive. Tous les jours de notre vie, quand on se lève, on doit développer cette connaissance de soi. Et tous les jours, on se redécouvre, on se découvre, on se redécouvre. Moi-même, à ça, je me redécouvre encore en fonction des épreuves et des situations que je traverse. Donc, cette connaissance de soi, elle est importante par rapport à son passé, ce qu'on a vécu, la manière dont on a réussi à le surmonter. Mais l'acceptation, c'est vraiment la base. Même quand on a une pathologie et qu'on n'accepte pas la pathologie, vous imaginez bien que le résultat n'est pas le même que... Je peux savoir que j'ai cette pathologie, je suis dans la connaissance de soi, mais je ne l'accepte pas. Et donc, le fait d'être dans ce déni, le fait d'être dans ce rejet, ça me pousse à avoir des comportements dysfonctionnels, déjà avec moi-même, mais aussi avec les gens qui m'entourent. Et l'acceptation, vraiment, j'ai envie d'accompagner tout ce public qui nous regarde à identifier l'acceptation. Accepter ce qui se passe. Et accepter, ça ne veut pas forcément dire que je suis d'accord avec la manière dont ça s'est passé. J'accepte d'avoir subi cette situation ou d'être victime de cette situation. J'accepte ma place de victime et qu'est-ce que je fais derrière dans ma place de victime. Il est vraiment là aussi le support de soutien et l'autothérapie parce que oui, on fait beaucoup de thérapie en cabinet, mais il y a aussi énormément d'autothérapie qui peuvent être dysfonctionnelles parfois, mais qui se font seules ou sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens vous diront « Oui, grâce au réseau, j'ai découvert ci, j'ai compris ça, ça m'a aidé sur ce point, je ne suis pas venue vous voir, mais cette vidéo m'a été utile, ça m'a permis d'identifier quelque chose que je n'avais pas vu. » Et donc oui, les réseaux sociaux peuvent accompagner en autothérapie. Mais l'autothérapie, elle devient dysfonctionnelle. Elle a ses limites. À un moment donné, elle a ses limites, elle devient dysfonctionnelle quand on répète le schéma et quand on répète quelque chose en étant convaincu que ça fonctionne, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Donc là, il peut être intéressant d'aller voir un professionnel de la santé mentale qui va mettre un mot, M-O-T-S, sur les M-A-U-X. Et c'est comme ça qu'on réellement on travaille. Et oui, dans la petite vidéo, il y en a qui ont dit qu'on était des arnaqueurs, qu'on était des bandits. Donc, effectivement, alors moi, quand je vous regarde toutes, mesdames, sur ce plateau, j'ai envie de savoir ce qui a contribué à votre bonheur. Vous êtes toutes belles. Quand on regarde aussi sur les réseaux sociaux, on voit les routines de bien-être, les routines. Tout ça, ça participe aussi à finalement se sentir bien. Leslie. Complètement. Ça participe à se sentir bien. Donc, on ne peut pas être négligé et être bien. Non. Après, moi, je pars du principe que tu ne peux refléter que ce que tu es. Donc, tu ne vas pas dégager quelque chose qui est extérieur à toi. Donc, oui, ça fait partie. Après, il faut faire attention. Tout ce qui est réseaux sociaux, il faut quand même prendre avec des grandes pincettes. Des grosses pincettes. Mais on est d'accord, parce que ce n'est pas le fait de le dire que ça veut dire que la personne met cela en pratique. Et puis, bien-être, c'est spécifique à chacun. On n'a pas forcément le même bien-être parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes ressentis. Madame Karine, c'est Madame Karine, mais mon bien-être à moi peut être contraire à celui de Madame Karine et c'est très correct. Aujourd'hui, le seul danger, je pense, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on veut tous être des clones, on veut ressembler à tout le monde veut prendre la fameuse boisson là pour le bien-être. Matcha. Non. Oui. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas un antibiotique où dès que j'ai mal je le prends. Non, c'est propre à chacun et chacun doit doser en fonction de ce qu'il est, ce dont il a besoin. Bien-être, oui, mais spécifique. Nassira. La question c'est. Alors la question c'était de savoir. Vous êtes toutes belles les unes les autres. Est-ce que finalement le bonheur, le bien-être, ça passe aussi par le fait qu'il faut faire une routine pour se sentir bien, pour être belle dans sa tête. Alors ça, je pense que c'est un plus, c'est ce qui vient un peu amplifier. Mais si à l'intérieur, je suis détruit et que je viens masquer avec des trucs externes, je pense que ça ne reflète pas de la même façon. Donc oui, effectivement,
En général, quand on se sent bien, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de se rendre belle, d'avoir des routines. Mais c'est pas ça qui règle le fond du problème. Mais c'est vrai que c'est un outil en plus, effectivement. Donc oui, c'est important. Par exemple, imaginons quand on est en télétravail. Quand je suis en télétravail et que je suis en pyjama, c'est pas la même énergie. Alors que si, voilà, je fais un petit soin beauté et que je me suis bien coiffée, j'ai mis un petit maquillage et je m'habille comme si j'allais au travail, tout de suite, l'énergie, elle est pas la même. Différente. Elle est différente, voilà. Ok. Ça. Si je dois répondre à la même question, je rejoins mes chers collègues et je compléterai avec j'ai vu de très belles femmes, très bien maquillées, très soignées et qui étaient très abîmées à l'intérieur. Qui étaient détruites. Donc au final, je pense que le maquillage ne veut strictement rien dire. Oui, ça repompe, ça fait du bien, ça permet aussi de masquer beaucoup de souffrance. Donc il faut faire attention. Nous arrivons au terme de cette émission et pour conclure, je vais vous poser une dernière question. C'est de savoir si finalement le bonheur est devenu un produit à consommer. Alors, Leslie. Oui, le bonheur est un produit à consommer pour soi, pas pour les autres, pas pour le m'as-tu vu, mais c'est un bonheur à consommer pour soi et à colorer selon qui on est et selon ce dont on a besoin, selon la saison dans laquelle on est. Voilà. Yes. Nassira, pareil, le bonheur. La même chose. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Donc, c'est d'abord pour soi-même, c'est d'abord qui on est, à consommer avec, sans modération, mais pour soi, pour pouvoir en faire profiter les autres, en fait. À ça. Pour évoquer un propos différent de mes collègues, j'ai envie de souligner que le bonheur n'est pas un produit, parce que c'est pas quelque chose qu'on saisit concrètement avec les mains. C'est pas un verre que je peux prendre, c'est pas un objet que je saisis. Par contre, c'est quelque chose que je vais véhiculer, qui va me permettre de ressentir cet état d'épanouissement. Beaucoup parlent de bonheur, mais ne savent pas réellement ce que c'est. Et ils sont convaincus que le bonheur, ils l'auront quand ils auront atteint un objectif. Et je pense que cette société nous pousse tellement à consommer ce bonheur qu'on finit par le perdre et réellement perdre aussi le sens du bonheur. Donc non, ce n'est pas un produit à consommer. Après avoir parlé développement personnel, business du bonheur, thérapie, je vous propose d'aborder un autre sujet. Amour, sexe, aujourd'hui, faut-il être performant pour être aimé ? Les réseaux sociaux, on l'a évoqué dans les 2 précédentes parties. Il est également question de coaching pour trouver l'amour de sa vie, mais également nos relations sont-elles devenues un terrain de performance ? Et pour cela, des personnes sont même prêtes à avoir recours à des stimulants, par exemple, pour booster leur sexualité. Pour effectivement évoquer cette dernière partie qui est assez importante, je vous propose de commencer par regarder ce petit reportage. Les réseaux sociaux sont venus nous montrer ce qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a les expériences qu'on est obligé de prendre dans les réseaux sociaux maintenant pour venir expérimenter. Donc c'est ça, ce n'est pas comme si peut-être... Je pense que les réseaux sociaux ont banalisé le sexe. Parce qu'avant, on ne montrait pas le live aux enfants. Les enfants connaissaient seulement qu'on fait les rapports sexuels, mais ils ne voyaient pas ça en live. Donc ce n'est pas un danger parce que l'enfant doit connaître que ça est ça. Elle doit connaître que le sexe existe. Elle doit connaître que ça là est dur, ça là est mou. Le cou est fendu, ça a l'air comme ça, donc c'est normal. Parce que si ce n'était pas normal, on ne devait pas montrer les choses à la télé. Je n'ai pas la vie parce que je n'utilise pas les réseaux sociaux, donc je ne suis pas trop intéressée. Ils ont effectivement fini avec les réseaux sociaux, donc c'est grave maintenant le tout. Ça m'énerve parce que nous, les enfants sont en danger, les petits enfants qu'on accouche là, ils connaissent tout dans le téléphone, donc à l'époque ce n'était pas comme ça. Alors, on vient d'entendre des personnes parler justement du rapport du sexe et des réseaux sociaux. À ça, je rappelle que vous êtes aussi sexologue. Et qu'est-ce que vous pensez déjà de ces avis qui sont assez mitigés ? Ils sont très intéressants et très réels, je pense. C'est-à-dire que les gens vont très souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour avoir des références en ce qui concerne l'éducation sexuelle ? Je pense qu'à tort. Ils vont pas que sur les réseaux sociaux, ils vont aussi sur Google se renseigner sur les normes, sur ce qu'une partenaire peut ou doit attendre dans le couple. Je pense, à tort, cette éducation sexuelle, elle se fait sur les réseaux sociaux réellement à tort. Parce que les conséquences sont multiples. Les conséquences, elles peuvent être liées à la perception qu'on se fait de soi-même.
vis-à-vis des attentes que l'autre se fait de nous. Et les conséquences, elles peuvent être aussi liées au dysfonctionnement observable par rapport à l'autre, ce que l'autre attend de nous. Et ça nous pousse à avoir des comportements qui dénaturent le soi, le être, le bien-être déjà avec soi dans le couple. Et quand la communication n'est pas fluide dans la relation, concrètement, ça crée des distances et on répète consciemment ou pas ce schéma du « je consomme, je jette ». Je consomme très rapidement, je jette. Parce que je cherche quelque chose que je ne peux pas trouver chez l'autre, mais je vais tenter de le trouver en eux. Ne le trouvant pas, je finis aussi par me perdre dans ce cheminement. Alors, mesdames, vous êtes, comme nous toutes, on est confrontés aujourd'hui à ce rapport, n'est-ce pas, du sexe et puis des réseaux sociaux et puis d'Internet de façon claire. On l'a vu, il y a eu des scandales de sextape, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, le sexe est devenu vraiment une histoire de performance? Leslie. Alors, je pense qu'avec les réseaux sociaux, le sexe est un sujet d'actualité. Encore assez tabou, mais aujourd'hui, on est face à une génération qui ne sait plus se contenter de ce manque d'informations. Et aujourd'hui, grâce à son smartphone, grâce aux réseaux sociaux, il a la capacité de se renseigner, peut-être même si l'information n'est pas vraie à 100%, mais il a quand même un peu d'informations. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Tout outil, tout canal de communication qui permet d'avoir de l'information, quand bien même elle est infime, je pense qu'elle n'est pas à négliger. Maintenant, je pense que c'est aussi de la responsabilité des experts de cette thématique de mettre du contenu qui puisse remplir la case d'une éducation sexuelle encadrée, parce qu'aujourd'hui, vous avez nos jeunes frères, peut-être nos enfants même, qui s'éduquent malheureusement sur Internet. Est-ce qu'on peut même appeler ça de l'éducation? Oui, qui sont exposés avant même d'être en âge de pouvoir se dire je me sens prête à avoir une expérience sexuelle. Non, tu fais la chose parce que c'est en vogue, parce que tout le monde en parle, parce que tu n'as même plus à chercher limite avec les pubs des fois sur lesquelles les enfants peuvent tomber. Tu ils sont exposés. Tu n'es pas prêt. Il manquerait plus qu'un enfant de 3 mois, heureusement qu'ils ne savent pas parler, vienne et nous dire j'ai besoin d'avoir une expérience, voilà, mais mon fantasme c'est ça. Oui. Donc, Nassira, est-ce que vous pensez justement qu'avec avec Internet, il y a une banalisation du rapport au sexe? Alors, je ne saurais pas trop répondre comme ça directement, mais par rapport à ce qu'elles ont dit, mes consoeurs, c'est vrai que c'est accessible. Voilà, l'information est accessible. Les enfants, les jeunes, très tôt ont accès à cette information, qui est une information qui est naturelle, mais la manière peut-être dont elle est diffusée, la manière dont elle est, je ne vais pas dire enseignée, parce que c'est pas de l'enseignement. Ils sont exposés à un contenu qui n'est peut-être pas adapté. Qui n'est pas adapté, et peut-être pas déjà, c'est une question de saison, et c'est peut-être pas aussi la réalité. Parce que ce qu'on peut voir sur les réseaux, ça peut être complètement déformé, voilà. Donc, à côté de ça, ça amène la question de la responsabilité donc, des personnes qui encadrent, les parents, les éducateurs, les professeurs, voilà. Donc oui, effectivement, sur les réseaux aujourd'hui, je dirais qu'il y a une vraie exposition. Alors, puisqu'on est effectivement en train d'aborder ce sujet qui est bien sûr un sujet assez délicat, je ne peux pas, en fait, quand on a travaillé sur ce sujet, on avait fait un reportage sur les stimulants, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un effet de mode avec les stimulants, les boissons aphrodisiaques, et je vous propose de regarder ce petit reportage, et ensuite on revient au plateau. Baiser du feu, clito turbo, redresseur de zizi ou encore tue-moi ce soir. Excite le Viagra, partons à la découverte des stimulants sexuels africains. Nous sommes dans un bar, pas comme les autres, situé à Brazzaville au sein de l'hôtel Olympique Palace. Ici, en toute discrétion, vous pouvez vous procurer une potion magique pour booster votre libido et pourquoi pas satisfaire pleinement votre partenaire. Rencontre avec un magicien. Bon, ça c'est un bar, on appelle le bar B52, où on utilise souvent les écorces. Hein, la tradition, quoi, un bar tradit moderne. Voilà pourquoi on l'appelle le bar traditionnel.
Et on utilise les boissons locales. On a du gingembre pur, du gingembre qu'on fait. On ne met pas beaucoup d'eau. Donc on presse juste du gingembre et on filtre de l'eau pour avoir cette quantité-là. Donc ce n'est pas le gingembre où on met de l'eau, non. Nous avons aussi le bissap pur. Nous avons du verre de palme. Entre-temps, on utilise le miel et le gingembre pur. Ça, c'est encore la première partie. En dehors de ça, nous avons les écorces. On utilise souvent les écorces qu'on met soit dans le gingembre, soit dans le vin de palme, soit dans le bissap. Vous voyez là, quand vous voyez beaucoup de noms sur les bouteilles. Vous voyez, il y a par exemple le gladiateur Nick Fila. Il y a par exemple 0,05 minutes. C'est quoi 0,05 minutes? 0,05 minutes, c'est une bouteille composée de plusieurs sortes d'alcool. Maintenant, la particularité, c'est qu'à l'intérieur de ces bouteilles, nous utilisons les bois. Les bois à différentes méthodes. Alors, je rappelle que ce reportage a été tourné en 2021. Le bar existe toujours, il est à Brazzaville. Alors, à ça, effectivement, il y a énormément de potions qui existent, qui circulent sur les réseaux sociaux. Et même là, en réalité, vous êtes sexothérapeute, vous êtes sexologue. Qu'est-ce que vous pensez justement de la vente de ces stimulants? Comment m'exprimer de manière professionnelle? Alors, je pense que c'est très dangereux. Il faut savoir que ces stimulants, aujourd'hui, on les propose aux hommes. Elles ne sont pas que proposées aux hommes. Hein. Elles sont proposées aussi aux femmes. Sous d'autres formes, sous d'autres formules. Hein. Je ne vous apprends rien, mes chères dames. Des compositions dont il faut faire des inserts, dont il faut utiliser pendant le rapport ou avant le rapport. Oui, notamment, il y a les fameux cristaux de menthe. Ouais. Il y a énormément de recettes un peu qu'il ne faut surtout pas suivre. Bien sûr. Et donc, vous dénoncez absolument ces boissons à surtout ne pas consommer. Mais bien sûr qu'il ne faut pas consommer ça. C'est déjà ça nourrit le déni, concrètement, parce que cette performance, elle n'est pas du tout liée à cette consommation, mais aussi les effets néfastes que ça a sur le corps humain, mais aussi sur toute la procédure liée à l'érection ou à l'éjaculation. Les conséquences, elles sont observables sur la durée. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, c'est comme si on créait une forme de dépendance à ces substances pour que le rapport sexuel puisse être abouti de manière naturelle. Et je pense que le meilleur des rapports sexuels, c'est celui qui est naturel. Quand on se rassure, ça a un effet un peu... comment dirais-je, placebo. Quand on se rassure avec ce genre de substances, on crée une forme de dépendance en se disant, sans ces substances, je ne peux pas pratiquer mon acte sexuel naturellement. Et là, ça a un impact sur le mental. Ça a un vrai impact. Négatif. Très bien. Impact négatif. En tout cas, merci beaucoup. Donc, le thème du sujet, hein, pardon, je reprends. La question, c'était de savoir si finalement le sexe n'est pas devenu une performance, hein, pour clôturer ce débat sur d'abord le développement personnel, business du bonheur ou alors thérapie. Et enfin, parler également de tout ce qui est amour, sexe sur Internet. Donc, vous l'avez entendu avec, bien entendu, la vente des stimulants ou des boissons aphrodisiaques. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu présentes pour parler de ce sujet très important. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à suivre votre nouvelle chaîne africaine. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Rendez-vous pour un prochain épisode sur votre nouvelle chaîne africaine.